Soyez les bienvenus sur France 24, c'est votre journal de l'Afrique. Et à la une de l'actualité, au Gabon, les opposants politiques bloqués pendant plus de 24 heures dans le QG de Jean-Ping peuvent rentrer chez eux. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement. Vous entendrez le président Ali Bongo en exclusivité dans ce journal. La médiation de Denis Sassou Nguesso en République démocratique du Congo. Après un entretien avec Joseph Kabila, le président du Congo-Brazzaville a rencontré des membres de l'opposition, nombreux à refuser le dialogue national. Et puis le Congrès mondial de la nature s'est ouvert à Hawaï. Objectif, concilier progrès humain et protection des espèces menacées. L'éléphant d'Afrique, par exemple, est en train de s'éteindre à petit feu. Les autorités gabonaises ont donc annoncé la libération des 27 responsables politiques retenus pendant plus de 24 heures au quartier général de l'opposant Jean-Ping. Selon le ministère de l'Intérieur, 5 personnes au total ont perdu la vie au cours de ces 3 derniers jours. Ce soir, la police continue de patrouiller dans plusieurs quartiers de la ville. La correspondance depuis Libreville de Patrick Fandio. Une journée riche en événements à Libreville, d'abord sur le terrain où, malgré la baisse d'intensité du niveau de violence par rapport au pic d'il y a 48 heures, de troubles sanglants continuent d'avoir lieu dans certains quartiers de Libreville. 2 personnes, 2 civils ont été tuées ces dernières heures. Sur le plan diplomatique, je peux vous annoncer ce soir qu'une médiation est en cours, une médiation du représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale qui a entamé un va-et-vient entre Ali Bongo, le président déclaré élu, et Jean-Ping, le leader de l'opposition, pour tenter de ramener le calme, une initiative à laquelle ont souscrit les 2 principaux rivaux. Jean-Ping devrait d'ailleurs faire une déclaration dans les prochaines minutes. Quant au président Ali Bongo, il nous a reçus pour une interview exclusive dans laquelle il aborde notamment, et pour commencer, la situation sécuritaire préoccupante dans le pays. Je pense que nous allons vers une situation qui se termine, même si nous regrettons les annonces qui sont faites ici et là avec un certain nombre de décès. Nous-mêmes, il faut constater que je viens d'apprendre le décès d'un gendarme, un lieutenant de gendarmerie, et nous avons aussi un policier qui a été touché et dont le pronostic vital est engagé. Mais bon, ceci dit, nous voyons quand même une accalmie. Nous sommes devant aujourd'hui une situation où nos forces affrontent des pilleurs instrumentalisés, des casseurs, des personnes qui systématiquement pillent les magasins. Et donc nous voyons là une certaine dérive. Et nous devons dire que nous ne sommes pas devant des mouvements populaires. Il n'y a pas de revendications populaires, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de mouvement social. Nous sommes en face de casseurs et de pilleurs. Voilà aujourd'hui ce que nous observons sur le terrain. Ils sont organisés puisque nous voyons aussi des milices et une organisation par zone. C'est vraiment ce que nous avons aujourd'hui à faire face. Nous avons observé depuis quelque temps les méthodes et sont vraiment celles de bandes armées organisées. Et nous demandons à la population de rester calme, de ne pas se mêler à ces milices. Les forces de sécurité sont là pour protéger les populations qui en plus ont un modus operandi particulier. Elles visent maintenant tous les points d'alimentation avec un but recherché qui est celui d'amener une pénurie alimentaire sur la place de Libreville. Je rappelle que chaque candidat a un représentant dans chaque bureau de vote et que les PV sont signés des 2 représentants et de la majorité et de l'opposition. Seuls les PV signés des représentants de la majorité et de l'opposition sont pris en compte. Donc, à partir de là, une fois que les résultats sont centralisés au niveau de la commission électorale nationale, les résultats donnés, maintenant il appartient aux candidats d'aller devant la Cour constitutionnelle en recours sur l'ensemble des résultats.
Je n'ai pas à dicter à M. Ping sa conduite. Je veux simplement dire qu'il y a des compatriotes qui souffrent. Certains sont morts, d'autres sont blessés et d'autres ont vu leurs biens disparaître. Et que rien ne peut justifier une telle violence. Rien. On ne peut pas vouloir représenter les populations et en même temps les faire souffrir. Alors que nous sommes dans un état de droit avec des possibilités pour chacun d'exprimer son point de vue. Et si on n'est pas satisfait d'une situation ou d'une autre, eh bien, il existe des juridictions devant lesquelles on peut se présenter. Voilà pour cet entretien exclusif réalisé depuis Libreville par Patrick Fendiou, notre correspondant sur place. Et pour aller un petit peu plus loin, nous a rejoint sur ce plateau Lionel Essono-Ondo. Bonsoir, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Jean-Ping à Paris. Une première réaction d'abord de votre part à cette déclaration du président Ali Bongo. On l'a appris donc à l'instant. Il dit que nous allons vers une situation qui se termine. Une réaction, un mot là-dessus ? Bonsoir madame. Une situation qui se termine, nous l'espérons tous. Nous l'espérons tous parce que voir des compatriotes, des enfants, des femmes pourchassés, traqués comme des bêtes, ce n'est normalement pas possible. Alors justement, est-ce qu'on peut interpréter la libération des 27 opposants retenus depuis plus de 24 heures dans le QG de Jean-Ping? Les autorités gabonaises ont donc annoncé leur libération ce soir. Vous venez de nous le confirmer il y a quelques secondes pendant l'interview d'Ali Bongo. Est-ce que c'est déjà justement un premier pas vers une tentative d'apaisement de la tension qui règne depuis plus de 3 jours dans le pays? Madame, il se trouve qu'il y a eu une tentative de médiation qui a été initiée par un certain nombre de partenaires et amis du Gabon. Cette médiation a conduit à la libération de nos militants qui étaient retranchés, séquestrés dans le siège de notre candidat, le président Jean-Ping. La libération fait suite effectivement à ce début de négociation. Nous pensons que nous devons aller plus loin parce qu'il n'y a pas que ces 27 personnes qui ont été arrêtées. D'autres personnes ont été transférées dans des prisons. Il y a des familles aujourd'hui, plus de 1000 personnes ont été enlevées parce que, supposait-il, ils étaient casseurs, ce qui est absolument faux. C'est ce que vient de dire justement Ali Bongo. Il parle de casseurs, de pilleurs instrumentalisés et pas du tout de militants qui manifestaient de manière populaire avec des banderoles ou en scandant des slogans. Madame, s'il vous plaît, nous pensons que nous sommes dans un contexte particulièrement grave. Une élection présidentielle qui s'est déroulée dans le calme. Les militants qui ont voté massivement, qui sont allés exprimer leur choix et qui ont choisi Jean-Ping. Il ne s'agit ni de casseurs, il ne s'agit ni de guérilla urbaine, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de ras-le-bol d'un peuple qui est habitué à se voir flouer sa volonté par un système qui est habitué à tricher et à voler le vote des Gabonais. Lorsque M. Ali Bongo parle de casseurs, j'ai envie de rire. Lorsque M. Ali Bongo nous parle de casseurs, alors même que nous savons, avec témoins à l'appui, vidéos à l'appui, si M. Ali Bongo n'avait pas coupé Internet au Gabon, je vous aurais montré des liens, des vidéos qui prouvent que c'est l'armée, la milice politique de M. Ali Bongo qui est venue agresser, qui a sorti des jeunes et leur a intimé l'ordre de casser des véhicules et qui a voulu introduire dans le siège du candidat Jean-Ping des armes pour justifier sa barbarie. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où on a un pompier qui veut jouer au pyromane. Ce n'est pas un sketch, il s'agit de vies humaines. Et à l'heure où je vous parle, les milices d'Ali Bongo tuent et ramassent des morts dans Libreville, les amènent à Gassebga, qui est une morgue à Libreville. Gassebga, je cite bien Gassebga. Et personne n'a le droit d'y aller si ce n'est les membres de la milice politique de M. Ali Bongo. Nous voulons effectivement que la situation évolue.
Mais pour que la situation évolue, il faut faire des efforts des deux côtés. Et ce sera le mot de la fin. Donc des efforts des deux côtés. Merci beaucoup Lionel Essonondo. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Jeanping à Paris. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le plateau de France 24. Je vous remercie. Denis Sassou Nguesso, lui, a traversé le fleuve Congo pour se rendre à Kinshasa. Après avoir rencontré son homologue Joseph Kabila, le président congolais s'est entretenu avec plusieurs figures importantes de l'opposition qui refusent de participer au dialogue national. La correspondance depuis Kinshasa de Thomas Nicolon. C'est un véritable rôle de médiateur que le président du Congo voisin, Denis Sassou Nguesso, est venu jouer aujourd'hui à Kinshasa. Il s'est d'abord entretenu avec son homologue Joseph Kabila. Ils ont évoqué le dialogue national qui a enfin débuté hier en RDC. Ils ont également discuté de la situation sécuritaire grave à l'est de la RDC. Denis Sassou Nguesso s'est ensuite entretenu avec cette frange de l'opposition congolaise qui refuse toujours de participer au dialogue. Étienne Tshisekedi et Martin Fayulu, en sortant de leur entretien avec M. Sassou Nguesso, déclaré qu'il recevait favorablement sa démarche et qu'il lui avait remis un mémo. Denis Sassou Nguesso s'est ensuite entretenu avec le représentant du pape en RDC, mais également avec Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il a essayé de rassembler tous les points de vue. Le dialogue national est en pause aujourd'hui, car hier, dès son lancement, l'opposant Vital Kamerhe obtenait la suspension des travaux pour 2 jours afin de rassembler dans ce dialogue tous les opposants et même ceux qui refusent encore d'y participer. Seulement voilà, ces opposants rejettent la démarche de Vital Kamerhe. Reprise du dialogue donc en RDC lundi prochain. On en vient à présent à ce chiffre alarmant. À Madagascar, la moitié des enfants âgés de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Moins visible que les épisodes de famine qui frappent régulièrement l'île, la malnutrition chronique a également des conséquences tout aussi dramatiques. Bassem Chebib. Comme beaucoup de familles malgaches, cette jeune mère lutte pour nourrir ses enfants. Quelques légumes dans une assiette, rien de bien nourrissant pour ce petit garçon. Une situation préoccupante pour les autorités sanitaires dans ce pays qui compte parmi les moins avancés de l'Afrique subsaharienne. Lorsqu'on a fait les tests de malnutrition ce mois-ci, on a trouvé 70 cas. Peut-être que le mois prochain, ce sera 80 ou 100 cas. Le climat se dégrade. Il va y avoir de plus en plus d'enfants sous-alimentés. Après 2 années de sécheresse prolongée, les denrées se font de plus en plus rares et sont de moins en moins diversifiées. Selon les experts, la malnutrition chronique réside dans la trop grande dépendance au riz comme aliment principal. Au mieux, on a une tasse de riz qui est utilisée pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Si on n'a pas cette tasse de riz, les adultes ne mangent pas. La malnutrition provoquerait chez ces enfants des retards de développement mentaux et physiques. Le gouvernement, aidé des Nations Unies et du service ECHO de la Commission européenne, tente d'éradiquer ce fléau. ECHO a fourni 1,5 million d'euros à l'UNICEF et cela va permettre de soigner 15 000 enfants souffrant de malnutrition sévère. Devant l'ampleur de la tâche, les autorités malgaches travaillent sur une nouvelle politique nationale de nutrition. Aujourd'hui à Madagascar, plus de 2 millions d'enfants souffriraient de cette maladie chronique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Afrique. On se retrouve dans un petit peu moins d'1 heure et tout de suite Paris Direct continue.